Je pense qu'on va pouvoir commencer. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus pour cette deuxième conférence post-déconfinement à la base, donc rue Bichat. Alors ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir deux auteurs d'un livre qui vient de sortir aux éditions Utopia, dont j'ai la charge. Je me présente 2 secondes, Denis Vichera, donc je suis le responsable des éditions Utopia et adhérent du mouvement Utopia, qui est un partenaire de départ, donc de la base. Bien, alors, avant de passer la parole à nos 2 auteurs, Valérie Garcia et Marc Plessier, donc 2 mots pour vous dire pourquoi on a eu envie de publier ce livre. Parce que des livres sur l'effondrement, je pense que vous êtes un petit peu initiés, donc vous savez qu'il y en a un certain nombre, depuis celui de Jared Diamond qui est sorti en 2005, je crois, en France, qui s'appelle Effondrement, enfin dans la traduction française, et puis celui que vous connaissez peut-être, dont on parle encore beaucoup, qui est sorti en 2015, qui est le livre de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut s'effondrer. Et d'ailleurs, ils disent que c'est l'éditeur qui leur a fait un peu changer le titre, parce qu'au début, c'est Comment tout va s'effondrer, mais maintenant, ils sont passés à tout. Comment tout peut s'effondrer. Non, ce qui nous intéressait dans le livre, donc Voyage avec un S en effondrement sans S, mais c'est peut-être aussi un truc des questions que vous pourriez l'opposer par rapport à ça, c'est que ce n'est pas un livre classique sur l'effondrement. C'est à la fois un récit, c'est à la fois un cheminement, c'est leur cheminement intérieur, le cheminement qu'ils ont eu avec les Amis de la Terre, avec d'autres gens, avec d'autres collectifs, sur ce concept, cette idée effectivement, et cette peut-être un jour réalité d'effondrement. Comment des gens qui ne sont pas forcément des gens qui suivent cette actualité le ressentent. C'est-à-dire qu'ils ont fait des voyages à bicyclette ou autrement pour aller voir des citoyens, pour aller voir des conseillers municipaux, pour aller voir des gens dans les communes en disant mais ça vous dit quoi et quelles sont vos réactions? Est-ce que ça change quelque chose pour vous dans votre pratique, etc. Enfin bon, je n'ai pas à raconter le livre, ils en parleront, ils sont beaucoup plus légitimes que moi, mais cette approche à la fois récit et interrogation, réflexion, etc., et conviction, bien évidemment, nous a semblé intéressant. Alors c'est un livre qui peut paraître un peu gros, c'est vrai qu'il y a eu la pandémie, ce qui a retardé ce livre déjà de 2-3 mois, mais ça leur a permis de mieux intégrer, même si la pandémie fait partie, bien évidemment, des risques importants pour nos sociétés, mais ça leur a permis de mieux retravailler ce sujet. Donc c'est un livre en plus d'actualité, mais d'une actualité longue, parce qu'un livre, c'est pas un magazine, c'est pas un article de journal, c'est fait pour durer. Et il pose beaucoup de choses. Voilà, j'ai déjà trop parlé, je vais leur laisser la parole. Merci Marc, merci Valérie. Merci Denis. Merci. Bonsoir tout le monde, merci La Base de nous accueillir. Et je rajoute un petit mot tout de suite, c'est un livre qui est coédité par les éditions Passerelle Éco. On dira un petit mot à la fin là-dessus aussi. D'abord, on se présente tous les deux avant de vous présenter le bouquin. Donc, Valérie, ça fait une quinzaine d'années que j'ai commencé à mettre en acte mes questionnements au sujet de l'écologie à l'époque. Et puis, c'est à peu près le moment aussi où, dans ma vie professionnelle, j'ai effectué une reconversion sur plusieurs années pour aller m'occuper plutôt de la sphère de l'humain, d'accompagner l'humain en séance individuelle, en séance collective. Et maintenant, donc, je suis sophrologue et aussi accompagnante en résilience individuelle et collective. Toi ? Alors moi, c'est Marc. Je ne sais pas trop me servir d'un micro. J'espère avoir un petit signe que ça marche. Alors moi, je suis ingénieur en génie méca. J'ai fait une petite carrière dans le secteur de la production pétrolière. J'ai fait de l'informatisation d'entreprises, notamment dans les petites boîtes de mécanique qui font les pièces d'Airbus, par exemple, dans le sud-ouest. Parallèlement à ça, j'ai commencé à faire de l'éco-rénovation, rénover des habitats de manière écologique. Enfin, en tout cas, sur la fin, au début, c'était pas du tout écolo, et puis après, de plus en plus, je m'y suis mis. J'ai installé quelques systèmes solaires, quelques systèmes de récupération d'eau de pluie. Et puis, côté militantisme,
Je suis tombé dedans vers 2004 par là. Il y a un copain qui m'a montré un journal de la décroissance. J'ai regardé ça avec des grands yeux. J'ai dit « Ah, mais ouais, mais c'est ça que je pense ». Et ça m'a vachement éclairé. Et à partir de là, bon, je me suis engagé dans pas mal de collectifs. Voilà, j'avais en objectif cette transition globale dont on va parler un peu ce soir. Et voilà pour moi. Je repasse la parole à Valérie. Oui, donc Denis en a un petit peu parlé, notamment dans ce bouquin. Le point de départ du bouquin, c'était en 2018, il y a 2 ans, quand on a fait un voyage à vélo tous les deux avec mon fils durant 2 mois et demi en France. On a parcouru 2500 km et on a animé entre 25 et 30 soirées où on allait prendre une température. On avait envie de mesurer à cette époque-là où en étaient les gens sur le sujet effondrement, qui nous arrivait d'un petit peu partout. Donc on a principalement côtoyé des sympathisants écologistes. Et on avait décidé de mener une sorte de petite étude sociologique. Donc durant ces soirées, on récoltait de l'information qu'on a ensuite traitée et qui ont donné une étude d'une 50aine de pages qui est librement téléchargeable sur notre site, où on essayait de voir si les gens connaissaient le sujet, effondrement, comment les gens se sentaient avec. Est-ce que ça les mobilisait ou pas? On va en reparler pendant la soirée. On participe à un projet qui s'appelle la Ferme Légère, qui est un lieu de vie collectif, une ferme collective qui essaie de faire du vivrier, donc de progresser vers l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique. Donc c'est un lieu d'expérimentation agricole, technique, mais aussi humaine, puisque donc on fait ça en collectif. Un lieu de vie en collectif, c'est pas simple. C'est pas dans nos cultures. C'est un peu comme une coloc en ville, mais très engagé, et notamment donc, avec un aspect rural agricole. C'est un lieu qui a été pensé et créé bien avant que l'effondrement s'invite dans nos réflexions, à Valérie et à moi, puisqu'on a commencé à faire des réunions pour poser ce projet en 2013 et qu'on est arrivé sur le lieu choisi en 2015. Néanmoins, ce questionnement d'effondrement possible est venu un peu percuter le projet, s'est invité dans les réflexions, et finalement, ça n'a pas changé grand-chose, ça nous a plutôt confirmé dans nos désirs d'autonomie, dans notre travail. Ça a modifié quelques petites choses à la marge, ça a peut-être modifié les priorités. On commence plus à parler de résilience que d'autonomie. Mais enfin, c'est plutôt un projet alternatif qui a été conforté dans sa vision et dans ses objectifs par cette question d'effondrement. Et pour finir, c'est un lieu ouvert, c'est-à-dire qu'on reçoit beaucoup de visiteurs, que ce soit pour une demi-journée ou pour un mois, qui viennent nous aider, qui viennent voir ce qu'on fait, qui ont envie de créer quelque chose de similaire ailleurs. Donc on est un lieu très ouvert, ça nous consomme pas mal de temps, mais on aime beaucoup recevoir et partager. De la même manière qu'avant de créer ce lieu, on a été en visiter d'autres et ça nous a beaucoup enrichi de voir qu'est-ce qui se faisait. On souhaite contribuer dans la mesure du possible à la création d'autres lieux similaires. Voilà, et parmi les autres engagements que nous avons, donc Marc en a parlé un peu à titre perso, on a chacun contribué à différents groupes précédemment, mais depuis qu'on travaille cette question de l'effondrement, depuis maintenant 2 ans et demi, on a aussi participé à la création de plusieurs groupes collapso, notamment, et ce sont des groupes où à la fois ça fait un lieu de parole et d'expression sur ces sujets-là, et à la fois ce sont des groupes d'action, et notamment la plus grosse action, on peut dire, qu'on a menée, et on va aussi en reparler rapidement, c'est un démarchage des mairies, des communes qui nous environnent, avec une sensibilisation à cette thématique. Voilà, et un petit mot sur le livre. Donc il a germé dans nos idées lors du voyage à vélo. On a commencé par rédiger un journal pendant ce voyage, et puis moi écrit, Valérie audio.
Et puis plus cette petite synthèse de notre étude, voilà, on a continué à avancer sur le sujet. Ça a donné un bouquin qu'on a souhaité grand public, très facile à lire, même s'il est long. Ça se lit facilement, en tout cas d'après les confirmés des premiers retours. Et on a essayé aussi de faire un truc qui ne se prend pas trop au sérieux, un peu décalé, un peu rigolo, parce que les essais en général, c'est pas super marrant. Donc voilà, plutôt un objet grand public et peut-être qu'il peut être aussi un objet de militantisme pour faire passer des idées. Ça peut être utile pour ça aussi. Et de la même manière qu'on a souhaité un bouquin décalé, on aime bien aussi animer des soirées. Donc on rappelle et on vous rappelle qu'on n'est pas des scientifiques, on n'est pas des spécialistes du sujet. On est comme tout un chacun, on a creusé la question et c'est vrai qu'on a un côté actif, mais voilà. Et on aime bien aussi avoir une interaction avec le public. Donc comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous endormir ce soir. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Et donc survoler un petit peu les idées présentes dans ce bouquin. Donc c'est là que je commence à vous solliciter. On commence par 3 questions. Si vous voulez bien répondre, je vous demanderai de lever la main quand ça vous parle. Donc en gros, vous qui êtes présents ici, et donc il y a des gens derrière l'écran, mais on ne peut pas les voir. Mais répondez pour vous, c'est intéressant de se positionner. Qu'est-ce qui est le plus vivant en vous maintenant? Vous êtes venu là parce que c'est quoi l'effondrement en fait? De quoi on parle? Ensuite, je vais reposer question après. Je vous redirai, vous aurez le temps de répondre. La deuxième possibilité, c'est OK, mais ça va. Est-ce que ça va vraiment arriver? Est-ce que c'est vraiment un truc, ça va se passer? Et la troisième possibilité, c'est OK, mais c'est quand alors? Et ça se passe comment? Donc, qui se reconnaît plutôt dans le premier schéma? Il vient voir qu'est-ce que c'est, de quoi on parle quand on parle d'effondrement? OK. Qui se reconnaît dans mais est-ce que ça va vraiment arriver? OK. Il y a une personne. Merci. Et troisième possibilité, tout ça c'est bien, mais alors c'est quand et comment ça va se passer? OK. Oui, alors là, c'est la majorité. Hein. Il n'y a pas photo. D'accord. En fait, on va un petit peu survoler tout. Et c'est aussi ce qu'on a cherché dans le bouquin, c'est rendre ça accessible. On est obligé de reprendre un peu des fondamentaux, même pour des gens qui connaissent les sujets. Donc voilà, c'est important que tout le monde s'y retrouve. Et puis ça permet éventuellement que vous ne soyez pas d'accord avec nous sur nos fondamentaux. Voilà. Alors c'est parti. Donc on a ça se découpe en 3 grandes parties: la transition, l'effondrement et la résilience. Les résiliences. Donc on commence avec la transition. Tu as des définitions aussi, je crois. Oui, alors transition. Quand on parle de transition, on parle de la transition écologique et sociale globale. Donc l'idée qu'on arriverait à transformer toutes nos sociétés pour qu'elles deviennent éco-compatibles, que ça devienne durable, qu'on passe tous en dessous d'une planète d'empreinte écologique. Quand on parle d'effondrement, on parle d'effondrement sociétal. Hein, on ne parle pas d'effondrement de la biodiversité, c'est une des composantes, ça peut être une cause et un effet. Mais là, notre objet, ce qui nous préoccupe, c'est l'effondrement sociétal. Et quand on parle de résilience, c'est la capacité à résister à ça, à résister à des chocs, à s'en remettre, à se transformer. Alors, il y a déjà une intervention. Effondrement sociétal. Une société, ça naît, ça vit, ça meurt. Donc, à des moments, ça peut s'éteindre gentiment dans un déclin très long. Ça peut aussi s'effondrer de manière assez brusque, donc assez rapide. C'est-à-dire, c'est une société qui disparaît en tant que telle. Tout à fait. Alors, on commence par transition. C'est déjà annoncé, merci. Alors, pourquoi la transition? Il y a donc plein de problèmes. On ne va pas les détailler ici. On n'est ni des spécialistes et on n'a ni le temps. Mais donc, changement climatique, problème de ressources, problème de pétrole, effondrement de la biodiversité, perte de terres arables, perturbateurs endocriniens, etc., etc.
notre mode de vie n'est pas durable. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, heureusement, la transition est là. Et elle va nous permettre, entre autres, Donc, grâce à l'agroécologie et les circuits courts, donc dans le domaine agricole et alimentaire, nous allons pouvoir nous passer des pesticides, des engrais, donc tous les produits de synthèse. Nous allons arriver à restaurer les sols et produire une alimentation de qualité. Et en plus, cette agriculture sera bien plus riche en emplois puisqu'elle sera moins mécanisée. en fait, c'est pas très grave, Marc, si c'est la fin du pétrole, parce qu'on aura tous des voitures électriques, et cette électricité sera produite par des panneaux solaires, des éoliennes, et seront probablement fabriquées avec des matériaux biosourcés. Donc oui, les énergies renouvelables remplacent petit à petit les énergies fossiles, éolien, solaire, géothermie, biogaz, smart grid. Nos maisons seront toutes passives. Elles produiront plus d'énergie qu'elles n'en consommeront. Et donc, on pourra même la revendre. Grâce à la domotique, on pourra évidemment commander tout ça à distance, soit depuis notre travail, soit encore mieux depuis nos vacances, puisque nous ne travaillerons plus que 20 heures par semaine, et tous évidemment dans des entreprises du milieu des économies sociales et solidaires, ou des entreprises libérées, et où régnera la gouvernance partagée et horizontale. Donc tout ceci, en fait, c'est le découplage entre la croissance économique, la croissance du PIB et la consommation énergétique. Grâce à l'économie circulaire, grâce à l'économie symbiotique, grâce à la croissance verte, tout ceci va devenir possible. Donc, vous l'aurez compris, nous pensons que cette transition est une illusion. Elle n'aura pas lieu, elle n'a pas commencé. Et en fait, on pense ça parce que justement, comme on vous le disait en préambule, on a fait partie de ces mouvements, on s'est engagé, on en a créé nous-mêmes des mouvements connus, et on a été engagé aussi sur des mouvements. Donc les plus connus, c'est Ville en transition, Alternatiba, Amis de la Terre. Après, on a créé des choses localement moins connues qu'on ne citera pas, c'est inutile tout de suite. Mais et voilà, notre constat, c'est que ça ne fonctionne pas, quoi. On a essayé. Hein. Un exemple parmi d'autres, les énergies renouvelables progressent certes, mais elles ne remplacent pas les énergies fossiles parce qu'elles aussi progressent en parallèle, elles ne se sont pas arrêtées de progresser. Donc les énergies renouvelables ne font que s'ajouter aux énergies fossiles. Si on regarde les gaz à effet de serre, récemment j'ai vu une vidéo de Jean Covici et il avait un graphique assez rigolo comme il sait faire. Il montrait la progression des gaz à effet de serre. Grosso modo, pouf, c'était une droite. Et puis après, sur ce graphique-là, il a mis, alors là, c'était Rio, là, c'était Kyoto, là, c'était Copenhague, et là, c'était Paris, donc les COP. Hein. Et ben, vous voyez qu'il ne se passe rien. Ça ne change absolument rien. Donc la transition n'est pas commencée, en tout cas sur le terrain, pas concrètement, même si peut-être qu'en termes de conscientisation de la population, il y a des progrès. Hein, néanmoins, on est loin du compte. Voilà, il faudrait 50 ans, on les a plus, il suffit de regarder le retour à la normale post-Covid. Cette fois-ci, si on ne le voit pas, quand même, c'est la mauvaise foi. Voilà. Et même si tout ça démarrait, même si on avait le temps, eh bien, en fait, la majeure partie, ce sont, de notre point de vue à nouveau, de fausses solutions qui ne sont pas généralisables à grande échelle. À l'heure actuelle, on n'a pas des choses qui conviendraient. Voilà. Alors, cette transition, on peut essayer de réfléchir un peu à pourquoi est-ce qu'elle ne fonctionne pas. Ce n'est pas un manque de motivation. Hein. Ici, ce lieu est bien là pour le prouver. Nous, en réfléchissant, on a fait un découpage qui est ce qu'il est, mais on a imaginé la société en 3 morceaux. Donc on a l'oligarchie,
c'est les dirigeants, les puissants, c'est une minorité puissante. On a le mouvement écologiste, qui est une minorité aussi, mais elle n'est pas puissante. Et puis on a le reste de la population, là c'est une majorité, mais elle n'est pas puissante non plus. Alors, l'oligarchie, en fait, elle ne portera jamais réellement cette transition, sincèrement cette transition, parce qu'en fait, une société soutenable, une société où on serait à une seule planète, c'est une société qui nécessiterait leur suicide. Pas en tant que personne, mais en tant que classe. On ne peut pas avoir une société qui serait sobre au point qu'on serait à une planète et qui pourrait s'accommoder d'inégalités telles. Donc en fait, cette société soutenable ne pourrait pas se payer le luxe d'avoir des gens pareils. Donc ça serait sans eux. Et ils le savent, je pense, consciemment ou inconsciemment, mais donc ils occupent la place. Ils parlent de transition, mais c'est bien pour qu'elle ne se passe pas. Deuxièmement, c'est le mouvement écologiste mondial, donc, qui depuis plusieurs décennies œuvre et dont on fait partie. Donc, là, le problème, c'est que c'est relativement faible quand même. Quand on regarde les mobilisations qu'il y avait dans les années 70, elles ne sont pas plus importantes maintenant, même si on peut sentir des petits frémissements. Mais surtout, la proposition écologiste, elle est assez floue. C'est-à-dire, OK, il faudrait faire des sociétés soutenables, il faut transitionner, mais transitionner vers quoi ? Ça donnerait quoi concrètement si on était dans une société soutenable ? Mais en fait, si vraiment on creuse la question, on va tellement loin dans la sobriété que ça va être très difficile de mobiliser en masse. Et donc, ce qui se passe, c'est que on est plutôt, donc je dis le mouvement écologiste, hein, on est plutôt resté sur des choses très très floues pour essayer de mobiliser largement. Mais si on creuse un peu, on s'aperçoit que ça va être chaud comme mode de vie. Ce n'est pas une question d'inefficacité. Hein. Moi, je suis très, très impressionné par les mobilisations récentes qu'il y a eu. On a été au départ du tour Alternativa, c'était en 2018, pendant notre voyage à vélo. Moi, quand je vois ça, je me dis que c'est super bien organisé. Il y a des jeunes gens qui sont ultra motivés, qui bossent en équipe, ils font ça super bien. Je me dis, ça ne peut pas être mieux. La mobilisation, le mouvement écologiste, ça peut être toujours mieux. Mais on a une marge de progression qui est très faible, tellement c'est bien, je trouve. Et pourtant, on est super loin du compte. Et le troisième morceau, je fais trop long. Le troisième morceau, c'est la population qui est sous-informée, mal informée. On a un outil de propagande énorme qui fonctionne depuis plusieurs générations. Donc c'est extrêmement difficile d'avoir une information claire, contradictoire, qu'on puisse mal accéder. Il faut vraiment faire l'effort d'aller la chercher. Il faut aussi avoir le loisir de pouvoir le faire, c'est-à-dire un certain bagage culturel, du temps pour ça. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Donc on a une population en déficit d'information, culturellement très très marquée par la consommation. Et si on imagine vraiment une mobilisation de masse pour pouvoir porter vraiment les idées que l'on souhaite porter, cette masse, elle sera prête à quoi ? Combien de temps elle aura pour réfléchir, pour discuter entre elles, pour maturer les choses que nous, on malaxe depuis des années, voire des dizaines d'années ? On peut le voir avec les Gilets jaunes et un petit peu avant avec la France Insoumise, par exemple, que j'ai fréquenté un petit peu. C'est des mobilisations un petit peu inespérées. C'est assez admirable d'avoir des mobilisations pareilles. Mais la place de l'écologie là-dedans, elle est très faible parce que les gens n'y sont pas prêts. Et ça nécessiterait du temps, de l'éducation populaire sur le temps long pour arriver à bouger les choses, à se retrouver dans une situation où vraiment une mobilisation de masse pourrait porter des idées fortes en écologie. Ok, merci. Pourquoi tu rigoles ? rigoles ? Je crois. On a bien compris là. Ah bon. Donc, c'est à vous. Sondage. Super. Alors, et vous ? Nous, ça nous intéresse. Vous qui êtes là dans la salle, vous ne tenez pas compte de ce qu'on vient de dire, comme vous voulez. Vous pensez quoi ? Est-ce que vous pensez qu'on est en marche vers une société soutenable ? Et est-ce qu'on y va suffisamment vite au regard des enjeux ? Voilà. Donc, ceux qui pensent que oui, vous pouvez lever la main là. Ceux qui pensent que non, c'est là. Et ceux qui ne sont pas, c'est un peu indécis, c'est plutôt là.
On veut bien une température. Donc, je pense que oui, les sociétés thermo-industrielles, la société, est en route vers une transition objectivement tenable qui va... Ou que c'est possible. Oui, au moins que... Oui, enfin bon. D'accord ? Ou que ça va se faire. Là, c'est pas possible. Et là, peut-être. Oh, il y a des rats du sol. Hein. Denis, on a un ou deux moyens. OK. Et les autres, c'est là, pour ceux qui ne voient pas à la caméra. D'accord. Alors, on passe au troisième morceau de notre intervention, qui est effondrement. Effondrement. Donc, pour répondre plus précisément à la question de tout à l'heure, pour nous, cet effondrement sociétal, c'est l'accumulation rapide et désordonnée de dysfonctionnements qui seraient irréversibles des services fournis à la population. Exemple de services, les 1, 2, 3. L'eau, l'acheminement de l'eau, de l'alimentation, la sécurité, la santé, les transports, l'éducation, la culture. D'accord. Et on revient en détail. Là, c'est juste la définition globale. Et on revient sur les détails. Alors quand même, on peut se poser une question. C'est pas parce qu'on a un problème de mode de vie non soutenable et qu'on n'arrive pas à faire notre transition que pour autant ça s'effondre. On peut aussi imaginer que ça pourrait se dégrader gentiment sur le temps long, donc ce qu'on pourrait appeler un déclin. Oui, alors si c'est trop long, vous faites ça. Toi, tu peux faire aussi. Alors nous, ce qu'on a imaginé comme point de différenciation des deux, c'est que le déclin, en fait, on voit un peu se passer les choses et la société se réorganise. Il y a des choses qui bougent. Grosso modo, on perd les retraites, mais par un débat démocratique que l'on perd, mais enfin avec un débat démocratique quand même. Tandis que l'effondrement, on est plus dans quelque chose de beaucoup plus rapide, où là, en fait, c'est plus les événements qui font que les choses se décident et non plus le débat démocratique. Trois raisons de penser, parce que finalement, ce n'est qu'un risque. Hein. Quand on parle d'effondrement, on parle de risque d'effondrement. 3 éléments qui nous font penser que ce risque, il est fort. Le premier, c'est que nous sommes dans une société qui est créée, articulée autour de la croissance économique et qu'il n'est pas du tout certain que ça puisse fonctionner de manière économique si on rentre en décroissance durable. C'est-à-dire, là, il y a une question de prêts et de taux d'intérêt. À un moment donné, s'il n'y a pas de croissance, s'il n'y a pas un peu plus de richesse chaque année, il sort d'où l'argent pour payer ceux qui ont prêté, puisque pour le moment, les capitalistes ne prêtent pas pour rien. Alors peut-être que le système pourrait fonctionner avec des gens qui prêtent et qui en plus payent pour prêter. À voir, j'ai un doute. Le deuxième truc, c'est les énergies fossiles, le pétrole. Donc le problème du pétrole, ce n'est pas qu'il n'y en a plus, hein, il y en a encore plein. Mais là, il va y avoir un changement qui est vraiment majeur dans nos sociétés, c'est que pendant les 200 dernières années, il y en avait chaque année un petit peu plus. Bon, avec quelques petits sursauts dans les années 70, mais grosso modo, nous avons eu plus d'énergie tous les ans, ce qui a permis la croissance. Et là, nous arrivons à un moment donné où nous allons en avoir un petit peu moins tous les ans. Ce qui explique, pour certains, la décroissance économique qui va s'en suivre. Excusez-moi, je regarde mes pompes. On a franchi le pic de pétrole conventionnel, c'est-à-dire l'année où on a eu le plus produit, c'était 2008, et depuis du pétrole, des énergies fossiles conventionnelles, c'est-à-dire ce qui est facile et pas cher. Il y en a un petit peu moins chaque année, donc ça fait déjà plus de 10 ans. Et cette décroissance, elle a été compensée par quelque chose qui n'a pas été prévu par grand monde, en tout cas pas par nous. Ce sont les gaz et pétroles de schiste américains, principalement, qui ont compensé. Et donc, ce qui fait que globalement, on était toujours en croissance.
Et le problème, c'est que ces pétroles non conventionnels n'ont pour le moment jamais été rentables, ou ils sont très difficilement rentables. Et dès que le prix baisse un petit peu, ils ne le sont plus. Le Covid-19, là, ça a produit une baisse très forte de la consommation, donc une baisse des prix. Et donc, toutes ces compagnies américaines qui font du gaz de schiste se sont retrouvées en grande difficulté financière. Ce qui produit des pertes de capacité de production, en fait. Car quand on ferme un puits de pétrole ou quand on réduit sa production, en fait, on n'est plus dans son fonctionnement optimal et le puits, au final, produira moins que si on l'avait fait tourner à son régime optimal tout le temps. Et puis quand on a une entreprise qui fait faillite, en général, elle est rachetée, mais toutes ne sont pas rachetées. Il faut encore qu'elles soient un petit peu intéressantes. Donc ces épisodes-là économiques très durs pour l'industrie pétrolière engendrent des baisses de capacité de production. Donc ce qui va se passer probablement, c'est que la descente énergétique va être plus abrupte que la montée qu'on a eue pendant 2 siècles. Parce qu'on va avoir se cumuler la décroissance des énergies faciles dont j'ai parlé, du pétrole conventionnel, qui va se cumuler avec une décroissance et un arrêt assez rapide des pétroles non conventionnels qui ne sont pas rentables. Un dernier petit élément sur ça. J'ai longtemps cru qu'en fait, qu'avec la fin du pétrole, les compagnies pétrolières se feraient les couilles en or. Le pétrole serait très cher et ça serait eux les rois du pétrole. En fait, l'or noir, c'est une période qui est passée. Et en fait, il faut plutôt voir la chose de la manière suivante. L'industrie pétrolière a un seul client, c'est la société mondialisée industrielle. Et cette société, elle peut payer un certain prix et au-delà, elle dit « Désolé, je ne peux plus, crise financière ». Et cette capacité à payer le pétrole à un certain prix, plus ça va aller mal, plus elle va baisser. Donc non seulement il y a de moins en moins de pétrole et le pétrole qui reste, il est de plus en plus difficile à obtenir. Et donc là, on a un cercle vicieux, c'est que ce pétrole est plus cher, donc là, l'économie va moins bien, et donc la capacité à payer le pétrole diminue. Donc d'un côté, on a quelqu'un qui dit « Moi, mon prix de pétrole est de plus en plus cher », et de l'autre côté, il y a un seul client qui dit « Moi, je peux payer de moins en moins ». Et donc à un moment donné, ça ne passe plus. Il y a un très bon rapport du Shift Project qui vient de sortir sur les perspectives d'approvisionnement en pétrole pour l'Europe sur les 20 prochaines années. Et là, j'avais encore un dernier détail. Je suis super lent, je suis désolé. Donc, dernier élément qui nous fait penser que le risque d'effondrement, il est fort, c'est qu'on a un cumul des problèmes. J'ai parlé tout à l'heure, donc rapidement, changement climatique, biodiversité, etc. Tous ces problèmes-là, si on a plein d'énergie pas chère, ils sont relativement gérables un certain temps. C'est-à-dire que si on a du pétrole pas cher, on peut produire de la bouffe sur des sols complètement morts, avec des engrais de synthèse, des pesticides, des semences OGM, etc. On fait de la merde, mais enfin, elle est quand même mangeable. Au point de vue changement climatique, la montée des eaux, on peut reconstruire des ports ailleurs si on a plein d'énergie, on peut les surélever, on peut faire plein de choses, on peut faire des îles artificielles. Par contre, à un moment donné, si on se retrouve en pénurie énergétique, tous les autres problèmes deviennent ultra graves, et enfin encore plus graves et encore plus difficiles à gérer. Et donc c'est le fait que tout ceci se cumule en même temps qui nous convainc que ça ne va pas être gérable. Du coup, je vous parle de temporalité. Pour parler de temporalité, il faut que j'évoque le comment. On imagine, nous, que ça va se passer. Pour ceux qui connaissent déjà le sujet, il y a un grand fantasme, c'est que, pour nous c'est un fantasme, c'est que ça va être brutal et global. Ça va être. L'effondrement sera, c'est quand. Nous, on est plutôt sur l'optique que ça va être certes rapide à l'échelle de notre civilisation, mais lent à l'échelle de nos vies humaines. Alors lent, il faut aussi s'entendre sur le sujet. Parce qu'en fait, je ne sais pas pour ceux qui ont vu la série L'effondrement qui a été faite par la boîte de prod Les Parasites sur Canal+, ça part du postulat que c'est global, enfin en tout cas on sent qu'il y a beaucoup de zones touchées et c'est brutal. Alors on comprend qu'ils aient probablement choisi ce scénario-là pour pouvoir montrer sociologiquement, c'est super intéressant et on trouve ça très réaliste dans les réactions possibles. Par contre, dans le scénario, d'ailleurs, on ne sait pas ce qui s'est passé, on voit juste l'après.
Et donc c'est vraiment hyper riche sociologiquement, humainement, cette série. En tout cas, voilà, nous on pense que ça va être géolocalisé, localisé sur des zones géographiques qui sont des zones dépendantes à ces énergies fossiles, non renouvelables, mais de manière épisodique et pas tout le monde en même temps. Et c'est le cumul de ces différents effondrements localisés qui donneront au final la fin de cette civilisation thermo-industrielle. Et du coup, l'inconvénient, quelque part, c'est que ce n'est pas forcément visible. Nous, on pense qu'on y est déjà. Je pense il y en a d'autres qui pensent comme nous. C'est en cours, mais on ne le ressent pas vraiment. On a encore l'électricité, le bar est ouvert, là on vous papote, on est retransmis sur Facebook, ça va à peu près pour nous, quoi. Et de fait, on ne bouge pas. Donc vous connaissez peut-être la métaphore de la grenouille. Moi, je n'ai pas essayé personnellement, mais bon, voilà. Il paraît que quand on met une grenouille dans l'eau froide et qu'on monte la température petit à petit, elle ne bronche pas, elle se laisse mourir parce qu'elle ne se rend pas compte que ça monte. Donc nous, typiquement, c'est un peu notre situation. Voilà. Et quand on la jette dans l'eau bouillante, quand c'est brutal et violent, paf, elle réagit, elle saute. Donc voilà, pour imager un peu ce qu'on pense de ça. Et voilà. Alors peut-être que l'épisode sanitaire et le coronavirus sera le marqueur, sera identifié plus tard comme étant le marqueur maintenant du début de l'effondrement, simplement parce qu'il aura été très médiatisé et ça aura été un événement marquant et assez planétaire. Cet épisode sanitaire, il va produire d'une part une baisse de la production alimentaire pour 2020. La production alimentaire, chaque année, elle est fluctuante. Il y a des aléas météorologiques. Néanmoins, ils ne sont pas les mêmes sur toute la planète. Donc, il y a quand même un lissage qui se fait. Là, cet impact, il a été partout. Donc, on peut s'attendre à une production alimentaire plus faible en 2020. Donc, des pénuries alimentaires derrière. Et d'autre part, il a été un gros choc pour l'industrie pétrolière qui se retrouve en difficulté. Ça arrête tous les investissements de recherche et donc qui diminue, qui sème les graines d'une crise pétrolière dans pas très longtemps. Donc le début et la fin, c'est très difficile à acter. Et bon, voilà, Valérie a déjà dit, je fais court ce coup-ci. Pour élargir un peu le débat et sortir des questions techniques, on nous a beaucoup renvoyé que le mot effondrement, ça fait peur. Est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser un autre mot ? Donc depuis notre voyage à vélo à nouveau, donc il y a 2 ans et demi, quand on a pensé ce voyage, on s'est posé la question. Et on a choisi et assumé d'utiliser ce mot parce qu'il faut appeler un chat. Et on continue donc, voilà, le bouquin s'appelle « Voyage en effondrement ». Et donc, on avait envie de répondre un peu à cette question. Est-ce que c'est mobilisateur ou démobilisateur ? Parce que c'est ce qu'on nous renvoie. Et pendant ce voyage, il y a 2 ans, on s'est trouvé face à un public qui venait nous écouter et échanger, en tout cas avec nous, au sujet de l'effondrement. Et ce qu'on a constaté, c'est que les gens, ils étaient hyper reconnaissants. Peut-être pas les gens qui connaissaient pas encore le sujet, parce qu'évidemment on va en reparler après, voilà, c'est un peu violent, mais ceux qui connaissaient le sujet, ils nous ont même, certains nous ont pris dans les bras, quoi. C'était vraiment chaleureux, parce que merci d'amener un espace où on peut en parler enfin. C'est tellement lourd de porter ça, de ne pas pouvoir en parler, etc. Et ce qu'on a constaté aussi, c'est que suivant où chacun en est dans son système émotionnel avec la question, ça mobilise ou pas, suivant où chacun en est avec sa zone de confort. La zone de confort, c'est les habitudes, ce que je connais, ce qui même si c'est inconfortable, ça s'appelle quand même zone de confort. Voilà, c'est une sorte de jeu qu'on peut faire avec cette zone-là et qui peut permettre d'en sortir, d'aller expérimenter d'autres choses ou pas, suivant les possibilités de chacun.
je dérive un peu, désolée. Donc, oui, à l'époque, on avait aussi, c'était au même moment notre tour à vélo que Alternatiba, le tour Alternatiba, et on avait reçu la demande express de l'équipe nationale de ne pas aller animer nos soirées aux mêmes dates que les passages du tour, parce que eux, ils pensaient que c'était potentiellement plombant et démobilisateur. Alors que nous, si on fait ça et si on continue de le faire, c'est parce qu'on pense qu'il faut en parler, qu'il ne faut pas avoir peur de faire peur et que c'est qu'en en parlant, en informant les gens, que ok, peut-être au début tu prends une claque, mais en fait, à un moment donné, tu vas digérer et tu vas te remobiliser parce que tu n'as pas envie de rester les bras ballants. Donc nous-mêmes, ce voyage à vélo, ça a été une action quelque part thérapeutique. Voilà. Donc voilà, ne pas avoir peur de faire peur, en parler. Et en fait, plus il y aura de gens au courant, plus il y aura de gens qui auront commencé ce qu'on appelle la courbe de deuil, peut-être j'en reparle un peu après, je ne sais pas à quelle heure il est, avec les différentes émotions qu'on traverse, eh bien, peut-être ça servira à mieux amortir des chocs, justement, comportementaux, émotionnels. Ça servira à pouvoir aider les autres parce que soi-même, on sera dans un état où on aura dépassé certaines anxiétés. Voilà. Voilà. Et tout ça, ça sert à quoi ? Eh bien, à justement repasser à l'action. Et c'est le chapitre suivant, c'est la résilience. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait, quoi, avec tout ça ? C'est pas le tout de raconter... Alors, on a, entre les deux, on a un petit moment pour vous. On va vous faire échanger. Alors, on sait que c'est le Covid. Essayez de ne pas vous postillonner dessus. Et ceux qui sont derrière leurs écrans peuvent prendre un papier, un crayon, ou s'ils n'ont personne à côté d'eux, pour s'amuser à répondre à cette question. Oui, je vais le dire après. Quelles émotions cette projection ou bien cette certitude, suivant chacun où vous en êtes, soulève chez vous ? C'est le moment d'aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça vous fait, tout ce qu'on raconte là, ou ce que vous saviez déjà en arrivant. Donc on vous propose de vous mettre 2 par 2, face à face, et d'échanger 3 minutes sur et moi ça me fait quoi alors tout ça ? Qu'est-ce que je ressens ? Voilà.
Toc toc. On reprend. C'est toujours dur à démarrer et après, c'est jamais le moment d'arrêter. C'est à toi, Marc. Bien. Ah, on les laisse parler et ils ne s'arrêtent plus. Hein? On peut faire ça, là. On y retourne. Il y a des bavards. Bon, vous aurez un autre temps pour papoter. Allez, merci Bon, Joël, très on bien, reprend. c'est parti. Donc, résilience, c'est à toi. Donc résilience, on va parler un peu de résilience et de plusieurs résiliences au pluriel. Donc, on parle de la résilience intérieure et de résilience collective à différents niveaux. Ça peut être de la famille, en fait de couple, la famille, un collectif de vie. Ça peut être les voisins, la commune, différentes échelles. Donc résilience, capacité à résister à un choc, à se remettre d'un choc, capacité à ne pas s'effondrer. On n'est pas forcément super d'accord avec Valérie sur cette définition. C'est assez compliqué la résilience à définir. Bon, néanmoins, c'est ce qu'on a à mettre en face des problèmes qui nous arrivent devant. Ok, je vous parle de résilience intérieure, donc individuelle. La résilience intérieure, c'est quoi? Il y a aussi le terme écologie intérieure qui est assez utilisé. Là, on est dans résilience, donc voilà. Ça concerne ma sphère physique, intellectuelle et surtout émotionnelle. Donc on en vient à ce que j'évoquais tout à l'heure, les différentes émotions par lesquelles on peut passer quand on prend conscience de ce qui est en cours. Je ne vais pas vous refaire le laïus, il y en a déjà plein qui l'ont traité et c'est traité dans le bouquin. Donc, sur la courbe de deuil, la tristesse, le déni, la déprime, Mais ce qui est important, ce qu'on avait envie de vous partager ce soir, c'est que le premier sous-titre du bouquin, c'était « De l'acceptation à l'action ». Pourquoi ? Pour les raisons évoquées tout à l'heure, quand on a passé les différentes phases, si tant est qu'on passe par ces phases-là, ce qui n'est pas toujours le cas, qui sont plutôt inconfortables, eh bien, à un moment donné, on repasse dans des élans, parce qu'on est quand même mu par la vie, en fait. Donc, la vie, elle fait en sorte de nous rendre créatifs et de ne pas nous laisser les bras ballants. Autrement, si jamais ce n'est pas le cas et que ça dure un peu trop, les phases de déprime, il faut peut-être regarder par ailleurs qu'est-ce qui fait qu'on est plombé. Mais ce n'est pas que ça. En gros, il faut penser à une thérapie. C'est pas un gros mot. Au contraire. Si tout le monde prenait soin de lui, en fait, prendre soin de sa résilience intérieure, c'est pas du tout égoïste. C'est altruiste. Parce que si je vais bien, je peux t'aider demain si toi, tu vas pas bien. Voilà. Oui, comment en prendre soin, je développe pas non plus. On voit ça dans le bouquin et dans d'autres bouquins. Alors c'est assez interpellant. Nous, ça nous a interpellés de voir que, en même temps que notre bouquin, à quelques jours près, sont sortis 2 autres bouquins précisément sur ce sujet de ça me fait quoi tout ça. Donc il y a le bouquin de Laure Noala que j'ai aperçu tout à l'heure, qui s'appelle Comment rester écolo sans devenir dépressif, c'est ça. Et Loïc Stéphan et Jean-Pierre Sutter, Pierre-Éric Sutter, qui ont écrit N'ayez pas peur du collapse. Et c'est 2 bouquins qui traitent exclusivement de ce sujet-là. Alors nous, on le traite parmi d'autres. Mais tout ça, c'est complémentaire, quoi. Donc pour nous, c'est un signe qu'il y a eu des théoriciens de l'effondrement purement intellectuels, mais ça y est, enfin, on s'intéresse un peu plus à qu'est-ce qui se passe en moi, en fait, qu'est-ce que je fais avec tout ça. Et c'était le but aussi de notre bouquin. C'est pour ça que ça s'appelait De l'acceptation à l'action. On peut à la fois attendre d'avoir accepté la situation parce que ça va nous remobiliser,
Et dans l'autre sens, j'ai appelé ça l'action thérapeutique. L'action thérapeutique, c'est je fais et en même temps, je me guéris, je ne reste pas à rien faire, quoi. Voilà. Au point de vue après plus matériel, en individuel ou en collectif, il y a plein de choses à faire. Et en fait, nous, ce qu'on peut proposer, là, que je vais juste faire une petite liste vite fait, mais sans rien détailler, ça s'apparente beaucoup à tout ce qu'on a pu mettre en œuvre ou essayer de mettre en œuvre dans les mouvements de transition. Donc par exemple, sur l'alimentation, on va aller vers de l'autoproduction, du circuit court, manger moins carné, faire du simple, du local. Donc à la ferme légère, par exemple, on essaie d'avancer vers l'autonomie alimentaire. Et aussi de développer des moyens de cuisson sans gaz et sans élec, bien sûr. Donc en fait, on a 7 systèmes alternatifs pour arriver à se passer du gaz pour faire la cuisine. C'est pas toujours simple. Dans le domaine des transports... Il y a des gros yeux. 7. Ah. Bon, vous n'aurez qu'à poser la question à la fin, si vous voulez. Sur les transports, ça sera moins loin et moins vite, relocalisé. Donc à la ferme légère, un truc dont on est assez fier, c'est qu'on a banni la voiture individuelle. Donc on a des voitures partagées. À un moment donné, on était 10 adultes, on avait 2 voitures. Voilà, ça c'est un élément fort auquel on tient, qui n'est pas facile à tenir, surtout quand on est en zone rurale. Hein. On n'est pas en ville et on n'a aucun transport en commun près de chez nous. On a plein de côtes aussi tout le temps. C'est pas plat. Hein. Le vélo, il faut avoir envie aussi. Non, mais on fait aussi du vélo. Mais on fait aussi. Sur l'habitat, il faut absolument viser le passif. Et là, c'est vraiment regrettable qu'il y ait encore des constructions neuves qui se fassent et qui aient besoin d'énergie pour être chauffées, alors que depuis les années 70, le bioclimatisme a montré qu'on peut faire des bâtiments qui ne nécessitent aucune énergie pour être chauffés. Donc à la ferme légère, on est assez content de notre rénovation. On avait un vieux bâtiment béarnais en mur en galets énorme, pas isolé. Et on a réussi à le rendre passif grâce à une bonne exposition et des grandes vérandas. Et puis, un autre aspect, il y en aurait d'autres, mais sur le numérique, il va falloir réapprendre à vivre sans ou avec moins. Ça sera sûrement progressif. Nous, dans nos réflexions sur les fondements et sur la résilience, on s'est dit... il faut qu'on ait des bouquins chez nous, quoi, mais pas des essais comme celui-là, hein, des manuels de permaculture, de potager, de comment fabriquer une éolienne, etc. C'est-à-dire de l'information pratique pour arriver à faire des choses. Parce qu'à un moment donné, on va taper sur un smartphone et il va plus dire grand-chose. Oui, donc il y avait le quoi et il y a le avec qui. Donc à plusieurs, évidemment, donc éventuellement avec sa famille, ses amis, mais aussi ses voisins. De mélanger les milieux sociaux. C'est important de s'entraîner, si ce n'est déjà en cours, à côtoyer des personnes qui ne sont pas habituellement de notre milieu social. Parce qu'à un moment donné, il faudra, quoi qu'il en soit, faire avec tout le monde. Donc ma petite sphère alternative écolo, c'est super sympa. On essaie de se parler en CNV, on n'y arrive déjà pas toujours. Mais c'est important de côtoyer d'autres. Voilà. Et parmi les autres, nous, on est allé démarcher nos mairies. Donc c'est important aussi de penser, de faire du collectif en groupe citoyen. Ok. Si vous pouvez interpeller vos maires et vos collectivités territoriales, eh bien, faites-le, lancez-vous. Voilà. Et tout ça, en toile de fond, ne pas oublier qu'on soit en collectif, qu'on soit un survivaliste qui se fait, un survivaliste, alors c'est cliché, hein, la version cliché à l'américaine qui fait ses réserves, qui met ses armes, hein, qu'on soit un collectif baba cool comme nous, ou qu'on fasse du lien avec ses voisins, il faut garder en tête que peut-être ça servira et peut-être ça servira pas, ou moins que ce qu'on s'était imaginé. Le curseur, en fait, il est variable. Tout à l'heure, on vous a donc expliqué que notre point de vue, c'est que la transition, ça ne va pas le faire. Vous avez sûrement constaté que les propositions, et non pas les solutions, les propositions de résilience, elles sont quasi similaires. Il y a les mêmes que la transition. Je ne sais pas, faire un jardin partagé avec ses voisins, ça fait du lien, ça fait de l'autonomie alimentaire, etc. Ça fait monter en compétences. Super.
Mais donc c'est pas à jeter du tout, hein, toutes ces initiatives-là. Hein. Simplement derrière, on a en tête que l'objectif il n'est pas le même. On n'a pas, en tête de convaincre tout le monde. Et en même temps, on mesure que ce sera efficace ou moins. Ça fait partie des acceptations à avoir aussi. Il y a une question qui revient très fréquemment dans ces débats. C'est la question de la ville et la campagne, l'équilibre entre les deux. Nous, on se dit qu'au-delà d'un certain seuil de population, de nombre d'habitants, une ville ne sera pas viable, sans qu'on ait trop idée de ces seuils. Et ces seuils seront différents en fonction du contexte de la ville, du moment, ils seront changeants dans le temps. Néanmoins, il y aura besoin, ou il se fera, une sorte d'exode urbain. On aura notamment besoin de beaucoup de monde dans les campagnes pour produire de la nourriture, si elle est moins mécanisée, s'il y a moins de pétrole pour la faire. Et d'une part, nous, on a l'impression que des lieux comme le nôtre, ou pas forcément collectifs, mais des gens qui ont envie de recréer quelque chose, de faire un retour à la terre, et on a l'impression qu'il y en a de plus en plus. En tout cas, nous, on est beaucoup contactés pour ça. Puis là, on a entendu dire récemment quelques contacts d'agents immobiliers qui nous disent que là, il y a une grosse effervescence de gens qui cherchent à acheter un truc à la campagne. Alors, est-ce que c'est un feu de paille ou quoi? Mais enfin, voilà, on est peut-être sur des prémices d'un arrêt de l'augmentation des grandes villes, peut-être. À la campagne ou sur des villes de taille moyenne, petite ville. Rapidement sur notre expérience à nouveau de terrain, dans notre démarche auprès des mairies. Donc nous, on est sur une communauté de communes où il y a 66 mairies. On a fait un courrier à ces 66 mairies, donc pas marqué moi, hein, mais dans le cadre d'un groupe dont on fait partie localement, en proposant d'intervenir en conseil municipal pour présenter la notion d'effondrement, la même chose qu'on vous fait, mais en 15 minutes. Voilà. Avec une ouverture sur, si vous voulez en savoir plus, on se revoit quand vous voulez et on travaille ensemble quand vous voulez. Sur ces 66 mairies, on a été reçus. Et les celles qui nous ont reçus, c'est celles dans lesquelles l'un d'entre nous était un membre administré. Mais on a été bien reçus, avec respect. Il y a eu une vraie écoute en face. Il y a eu des questions plutôt pertinentes et on a eu plus de temps que ce qu'on avait proposé. À ce jour, il n'y a pas eu de suite, mais on va y revenir. Et voilà, c'est en cours. On a refait un courrier, en fait. On va revenir un peu à la charge. Nous, on est dans un contexte rural qui n'est pas l'Ariège, qui n'est pas la Drôme. On est dans une ruralité plutôt à droite, classique, et donc on mesure le boulot qu'il y a à faire pour aller vers ces gens-là. J'avais un exemple à donner, mais je vais le zapper là, parce qu'on voudrait arriver aux questions-réponses. On est un peu pris par le temps. Et donc, je redonne la parole à Valérie pour la conclusion. La conclusion, c'est est-ce que l'effondrement, c'est la société thermo-industrielle, est une mauvaise nouvelle? Nous, on pense que non. Parce qu'en fait, plus ça perdure et plus on a une action sur le climat. Et si jamais il n'y avait pas d'effondrement sociétal, ce serait de toute façon par le biais du changement climatique qu'on aurait des gros soucis et qu'on va avoir des gros soucis. Donc on n'a pas la réponse, et bien malin qu'il l'a, de savoir qu'est-ce qui va être le premier étude. De toute façon, c'est concomitant, les deux sont en cours. Et nous, on pense que l'effondrement de cette civilisation, c'est aussi des belles opportunités, justement, de se bouger et d'inventer des nouvelles manières de vivre ensemble, mais sans oublier qu'il faut s'adapter, sans se raconter trop d'histoires au passage, quoi. C'est là qu'il y a un peu le... Voilà. Voilà, c'est aussi... j'en ai pas parlé, je le dis quand même, c'est tellement important pour moi, que c'est l'occasion de revoir notre rapport à la mort, à la fin et au changement dans nos sociétés. La mort, c'est un tabou phénoménal.
Et c'est l'occasion de grandir en fait par rapport à ça et de grandir spirituellement au sens large. Voilà, si tant est qu'il y a une opportunité, pour moi, c'est celle-là. Voilà, c'est la vie qui est là, quoi, toujours en fait. L'effondrement de la civilisation thermo-industrielle, c'est pas l'effondrement de tout, c'est un cadre qui se casse la gueule, mais nous, on reste là. Moi, je me sens tout à fait disposé et même motivé pour vivre autre chose, pour essayer d'observer ces changements et de nous positionner et d'essayer d'influencer sur eux, de faire des choses. Donc, c'est pas le monde qui s'écroule, c'est juste la civilisation thermo-industrielle. Et il y a plein de choses qui peuvent prendre place après. Voilà, donc en théorie, on a à nouveau un petit temps de co-écoute à deux, mais on ne va pas le faire pour raccourcir le format. Mais je vous invite à vous poser la question, ou même on va la faire en forme de sondage, tiens, ça va être mieux. Donc on va reprendre le sous-titre du livre. Est-ce que l'effondrement, c'est un pire évitable, ou est-ce que c'est une période à vivre? Donc est-ce que vous pensez que c'est un pire évitable? C'est trop compliqué la question. Ou, c'est ça. Est-ce que c'est une période à vivre? Ou les deux? Ah, une période à vivre, ok. Dac, et ben voilà, on voulait conclure. Tu veux conclure, voilà, juste sur le bouquin. Merci, c'est tout. Merci Valérie, merci Marc pour cette présentation. Donc le livre, vous en avez ici, il est pas cher parce que même si à 10 €, c'est pas très cher. Donc allez-y pour aller plus loin. Pour aller plus loin, je vous signale également qu'il y a leur site La Ferme Légère, hein, .com ou .je sais pas quoi. Hein, La Ferme Légère et ça marche. Hein. Vous avez également une série, un épisode de la série Nex que tu as évoqué, qui est effectivement autour de La Ferme Légère. Hein, donc, et puis il y a toutes les rencontres que l'on peut faire. Donc si on veut vivre dans un monde, il faut que le monde soit vivable. Et merci pour cette conclusion finalement assez optimiste. Hein. Enfin, on dit qu'il faut marier le pessimisme de la raison avec l'optimisme de la volonté. Hein. Donc voilà. Alors, vous avez peut-être des questions. On a un petit quart d'heure éventuellement pour pouvoir dialoguer avec les auteurs. Est-ce qu'il y a... Toujours la première. Oui, on a eu... Ah, notre caméraman qui veut poser une question. Juste bêtement, vous n'avez pas du tout... en fait, j'étais très occupé, mais je ne crois pas avoir entendu parler d'un type d'action qui est le militantisme. Et si on... C'est-à-dire agréger à vos idées, être de plus en plus nombreux, commencer à transmettre la bonne parole, vous en parlez tout à l'heure avec les conseillers municipaux et des choses comme ça, mais le militantisme... bon, moi, je suis un dangereux gauchiste. Vive la révolution, venez, on fait la révolution. Non, mais qu'est-ce qu'il en est du militantisme? En fait, on n'en parle pas spécifiquement parce qu'on a l'impression qu'on est dedans en permanence. Notre projet Ferme Légère, c'est un projet militant. Il est volontairement ouvert, on s'expose, on fait visiter, etc. On donne du temps pour ça. Il y a d'autres lieux qui sont plutôt en mode on fait ça discrètement, il n'y a pas de site internet, il n'y a rien. D'autre part, notre démarche auprès des mairies, c'est un groupe local des Amis de la Terre, dans lequel on rame pour faire des trucs, et on est sur un territoire où ça semble pas facile, donc on n'arrive pas à faire grand-chose, mais néanmoins, on est là-dedans une grosse partie de notre temps de vie, quoi. J'aurais très bien pu commencer en premier, en tant que femme. Comment vous faites pour rester écolo sans finir dépressif? Bravo, ça fait donc 2 fois qu'on l'entend dans la conf. T'étais pas là. Merde! Non, je buvais une bière parce que ça m'invite de rester dépressive, en fait. Il y a 2 très bons bouquins, et plus le leur, donc 3 bouquins. C'est ça, 10 €. notre bouquin plus celui de Laure, et voilà. Et notre truc à vous, nous, ça a été l'action, qui a été thérapeutique, j'en ai un peu parlé. Et du coup, je vais répondre plus pour moi, personnellement. Pour moi, c'est l'occasion d'aller naviguer dans des sphères plus spirituelles au sens large. C'est quoi la mort pour moi, c'est quoi le changement, c'est quoi la fin, et comment j'ai envie de transcender ça
et comment la vie est quand même autour de moi, comment ça me permet de devenir plus contemplative sur le moindre truc que maintenant je trouve beau, que je ne voyais pas avant. Voilà, j'apprends tout ça et c'est chouette. Et moi, j'ai la chance de ne m'être jamais senti dépressif pour cette raison-là. Je l'ai été plus jeune, je pense, pour d'autres raisons. Néanmoins, moi, je vais plutôt sombrer plutôt dans des moments de découragement à des moments donnés, puis après, je repars un peu en action, donc un peu des va-et-vient comme ça. Moi, ce qui me motive, ce qui me porte, c'est l'action et plutôt le sens de ce que je fais. Et donc, la vie qui m'est offerte actuellement à la Ferme Légère, ce qu'on met en place, etc., j'en suis super content, je m'y éclate, on est dehors tout le temps, on a des animaux, on essaie de cultiver, c'est très très chouette. Quand je viens une semaine à Paris, je me dis « Oh putain que c'est bien chez nous ». Et même si ça ne s'effondre pas, je continue à faire pareil. Hein. Et ça a du sens dans la transmission aussi, la Ferme Légère. Ouais, comme à la fin on est tous morts, l'important c'est pas le bout du chemin, mais c'est le chemin. Donc c'est le militantisme, donc c'est l'action, donc c'est tout ce qu'on peut faire. Et ça, c'est de la vie. Petit corollaire à la question, quid de l'impuissance? Au sens où hier on nous raconte que c'est une vague verte, enfin dimanche on nous raconte que c'est une vague verte, quand vous rajoutez, en fait c'est une vague noire, si l'abstention est pris en compte, c'est une vague noire. C'est 15 villes en France, bon, ok, elles sont grandes et tout. Quid de l'impuissance au sens où il y a quelque chose qui ne marchera pas, quoi. Les plus 7 degrés, on va se les prendre dans la gueule. Oui, Laure, t'es pas restée pendant toute l'heure, c'est ça? Non. Ah, excuse-moi, mais... mais merci. Bon, voilà. C'est fini pour elle. Pour moi, l'impuissance, c'est vraiment une question qui m'a traversé énormément pendant ces années de réflexion. Et je l'ai vécu quand j'étais à fond dans le mouvement de la décroissance et après des villes en transition. Et quand je faisais un peu le bilan de, bon, ok, qu'est-ce qu'on a fait? Je me disais, merde, on n'a rien fait, quoi. On n'arrive pas à bouger les choses. J'étais dans l'impuissance totale. Moi, ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai baissé mes objectifs. Et maintenant, je pense qu'on va être beaucoup critiqué sur le fait qu'on se referme sur nous-mêmes, on fait des choses à petite échelle, on ne voit pas plus loin que le niveau communal. Et notre commune, c'est 200 habitants. Ben ouais, peut-être. N'empêche que là, on a l'impression qu'on a pris sur quelque chose et qu'on peut faire des trucs. Et donc, on n'est plus dans l'impuissance. Alors, effectivement, on a simplement baissé l'objectif. Et aussi, on a, comme on disait, donc arrêté de penser qu'on allait amener tout le monde avec nous. On ne se sent pas pour autant impuissant, juste. On accepte qu'il y a des gens qu'en fait, ça ne leur parle pas, tout ça. Et même peut-être l'idée que notre société, si on imagine un gros truc global, là, notre société, elle dit, écoutez, ouais, effectivement, on est en train de bousiller la planète, et on le fait tranquillement, et puis ça va s'arrêter. Et voilà, il est où le problème? Donc nous, évidemment, on n'est pas d'accord avec ça, mais on peut aussi accepter que d'autres soient dans cette position-là et qu'on ne va pas les faire changer d'avis, quoi. Une question sur votre rapport aux politiques, au sens à la fois précis et large. Finalement, vous disiez que vous étiez dans les Amis de la Terre. Les Amis de la Terre n'ont pas, à l'origine quand même de l'Europe Écologie des Verts, enfin des Verts, mais qui n'ont pas voulu rentrer effectivement dans le champ de la politique dure, de la politique traditionnelle, avec les conflits, les compétitions, etc. etc. Vous, c'est pareil, vous n'avez pas intégré à ma connaissance le conseil municipal, donc vous éloignez un petit peu du champ politique, ou qu'est-ce que vous pensez des gens qui veulent se battre, que ce soit au niveau national, européen, voire mondial, voire régional? Est-ce que, par exemple, les biorégions dont on parle, entre autres Yves Cochet, mais il y en a d'autres, hein, est-ce que c'est quelque chose qui sont des pistes importantes à développer? Enfin voilà, c'est... Ouais, moi, je peux te laisser répondre sur les biorégions si tu veux, mais je veux juste dire avant que un engagement dans un conseil municipal, c'est quelque chose que nous, on n'a pas mis en place. On est déjà un peu débordé par les différentes actions qu'on a. Et c'était pas un reproche, hein, c'était une question. C'est pour dire, mais la question, c'est... Enfin, moi, je me suis posé la question. Mais c'était pas raisonnable.
Et peut-être j'avais mon énergie qui est plus efficace ailleurs. Et du coup, on soutient, on trouve génial cette vague pas la vague verte, mais la vague de listes qui ont ça en tête. La transition, bon, ok, mais surtout l'effondrement. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et on les soutient, en tout cas localement, on en connaît plusieurs, on les soutient. Et moi, je travaille actuellement avec d'autres personnes dans un groupe qui s'appelle le C2R et qui est destiné à pouvoir accompagner des collectifs en termes de résilience. Et donc quelque part, des collectifs, des collectivités, l'un ou l'autre. Donc quelque part, ces communes-là, voilà, on les soutient. On peut avoir aussi un accès en tant que prestataire extérieur, éventuellement. Et c'est presque plus large que de s'occuper de sa commune. Pour ma part, je pense que toutes les actions sont, à tous les niveaux sont bonnes à prendre, plus ou moins évidemment. Néanmoins, nous, on a l'idée qu'au niveau politique global, les manettes sont bloquées et qu'en fait, on peut y mettre n'importe qui, il ne pourra pas faire grand-chose. Nous, on est, par notre situation, on n'est pas amené à se poser cette question-là pour une grande ville, une grande commune. Dans notre zone rurale, moi, je me suis posé la question, ok, est-ce que je me présente, est-ce que je fais une liste, est-ce que je vais voir le maire, est-ce que j'essaie d'intégrer la liste ? J'analyse le terrain, il y a la démocratie théorique et puis il y a ce qui se passe sur le terrain. Donc nous, ils se trouvent dans des petites communes. Et je suis bien conscient qu'avec le fait que je suis un nouveau dans le coin, je suis vachement étiqueté, je ne vais pas arriver à faire grand-chose. Le maire actuel, il n'est pas du tout écolo, c'est un agriculteur FNSEA. Néanmoins, il connaît tout le monde. Pierre, si tu nous regardes, il nous semble avoir une certaine maîtrise du territoire. Et si on peut faire quelque chose, ça sera avec lui ou avec quelqu'un comme lui. Mais si on se présente contre lui, qu'on le vire et qu'on se retrouve à la place, on va faire probablement de la merde, quoi, ou rien. Et donc, en tout cas, nous, c'est ça qu'on sent maintenant. On ne se sent pas trop apte de ce côté-là. On ne dit pas qu'il ne faut pas y aller, que ce n'est pas pertinent, mais nous, on se sent être utile un petit peu en marge et en essayant donc de faire des choses avec eux, mais pas en se mettant à leur place. Bon, s'il n'y a pas... Thierry, tu n'as pas ta question ? S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier à nouveau. Remercier aussi Valérie et Marc, bien sûr. Merci. Et donc, des livres sont là.